les assesseurs, peuple de l'Isis. Quelle mascarade! Mesdames et messieurs, adieu, je reprends ma liberté. Ce groupe dans lequel j'ai vu des hommes devenir des esclaves, ce groupe qui compte vivre dans le monde de demain n'arrive même pas à vivre dans le présent. Il a pour unique but de satisfaire la mégalomanie de gens et lui permettre d'avoir une bonne vie sans aucun effort. Regardez-vous, regardez-nous. On lui a dévoué notre vie, donné tant d'argent, sacrifié tout ce qu'on avait. Et quel en est le résultat? Jean, puisque tu te prétends le Christ, transforme mon verre d'eau en vin, multiplie tous ces pains. Une plainte sera déposée dès demain pour que ton escroquerie cesse. Telles ont été les paroles prononcées par M. Palfer qui ont causé sa mort, ou plus exactement, qui ont amené Madame Danlos à le tuer sous la demande de M. Prise. En effet, il ne supportait pas sa décision de quitter ce groupe fanatisé des adorateurs et au-delà, et notamment de vouloir porter plainte contre lui. Ainsi, Madame Danlos a lâchement fait boire à Monsieur Palfer le neurotoxique VX. Lors de leur pièce de théâtre mettant à l'honneur le procès de Socrate. Situation ironique de mourir dans le rôle de Socrate, quand on sait que celui-ci a été condamné parce qu'il ne reconnaissait pas les dieux de la cité, quand M. Palfer a été tué pour avoir rejeté la prétendue divinité de M. Prise. Tous ces faits permettent sans aucune hésitation de qualifier ce meurtre d'empoisonnement, défini à l'article 221.5 du Code pénal, qui impose que l'atteinte à la vie soit le résultat de l'administration d'une substance de nature à entraîner la mort. Or, l'agent innervant utilisé, le VX, rentre bien dans cette catégorie, a fortiori quand on sait que c'est l'agent le plus toxique jamais synthétisé. Cet élément n'était par ailleurs pas ignoré de Madame Danlos. Mais les accusations sont bien plus lourdes qu'un empoisonnement. Tout d'abord, cet acte ayant été commis pour assurer l'impunité de M. Prise est prohibé par le Code pénal au sens de l'article 221.4 du Code pénal. Et il est puni de la réclusion à perpétuité. Perpétuité qui peut aussi s'appuyer sur la préméditation de l'acte constitutif d'un assassinat. Il y a toutefois dans ce crime l'intervention d'un élément autre que la meurtrière et la victime. Cet élément, c'est l'influence de M. Prise dans la commission de cet acte. Cette influence a-t-elle ôté à Madame Danlos toute liberté? A-t-elle été irrésistible de sorte que l'article 122.2 du Code pénal lui permette d'être jugé irresponsable pénalement? J'aimerais tout d'abord bien mettre en évidence que si la défense cherchera à prouver que Madame Danlos agit sous la contrainte et les menaces proférées par M. Prise, la vérité est tout autre. Elle a agi par choix et non pas par peur. Elle voulait uniquement obtenir un statut dans sa communauté, ne plus servir qu'à la satisfaction sexuelle de M. Prise. Tel était son rôle depuis 3 ans. Je vous prie par ailleurs de mesurer la faiblesse des risques réels encourus par Madame Danlos en cas de défaillance aux yeux de son groupe. Si passer un séjour dans la salle d'expiation consiste à rester isolé un moment, cela vaut-il une vie? Si M. Prise utilisait cette expression comme une métaphore pour la menacer de mort, ou même la torturer, n'aurait-elle pas pu fuir son groupe, s'assurant tout d'abord la protection face à M. Prise et sa condamnation, puisque les menaces dans l'objectif de remplir une condition, le meurtre de M. Palfer, sont prohibées par l'article 222.18 du Code pénal. La seule perte potentielle aurait été un gain, s'émanciper de son groupe, redevenir une femme libre. Cette communauté où M. Palfer et Mme Danlos ont été, parlons-en, réunis autour de M. Prise qui se faisait appeler le Christ interstellaire, ses membres partagent une idéologie relative à une apocalypse imminente dont seules les âmes pures pourront y survivre et reconstruire le monde de demain. Cette idéologie a permis à son chef de maintenir ses fidèles dans un état de sujétion. En effet, Madame Danlos a été en proie à une dérive sectaire. Ce phénomène méconnu et pour ainsi dire ignoré du droit français nous oblige à nous tourner vers les sciences qui étudient l'impact d'une secte sur un individu. Je parle de la philosophie et de la psychanalyse. Tout d'abord, Nietzsche disait dans la 3e partie de l'Éthique que l'homme a sur ses actions une absolue puissance, n'est déterminé par ailleurs que par lui-même. Ce qu'il appelait les affects, les émotions, les pulsions, l'instinct, submergeait l'esprit, et la raison mettait systématiquement de l'ordre à cela.
Or, la raison a eu le temps d'intervenir durant les 24 heures séparant la préméditation de l'acte lui-même. Avant de substituer la fosse civile par le VX, Madame Danlos a eu le temps de réfléchir indépendamment d'une quelconque contrainte. Toute la journée jusqu'à son acte funeste, n'a-t-elle pas été éloignée des menaces? J'entends par là qu'à tout moment elle aurait pu y renoncer, du début à la fin. Tout d'abord, en fuyant et en quittant le groupe quand on lui demande d'assassiner un homme, en se débarrassant du VX ou, au dernier moment, en renonçant de remplacer l'assidu par le VX. Ensuite, pour démontrer la liberté de choix que conserve l'individu face à son gourou, la psychanalyse a su montrer qu'on ne pouvait pousser l'homme à commettre ce qu'il ne voulait pas faire. L'exemple le plus explicite utilisé est l'hypnose. Dans cet état de soumission, en apparence presque totale, l'hypnotiseur n'a comme pouvoir que celui qu'on lui concède, et en aucun cas il ne peut aller contre notre volonté. Cela tend à démontrer encore une fois que l'assassinat qu'a commis Madame Danlos est le fruit de sa volonté propre. Le fait que M. Prise ait initié l'idée ne peut en rien l'empêcher de s'extirper de sa sanction pénale. Alors, à la question que j'ai laissée ouverte tout à l'heure, à savoir si Madame Danlos a agi sous l'empire d'une force irrésistible, la réponse est évidemment non. Au respect des lois, elle a préféré la reconnaissance de M. Prise et de ses pairs. Quand bien même, magnanime, vous décidez d'admettre la contrainte, celle-ci n'est pas le résultat d'un hasard ou de M. Prise seul. 3 ans plus tôt, Madame Danlos a délibérément décidé de rejoindre ce groupe des adorateurs et au-delà. Elle seule a pris le choix de renoncer à elle et à sa liberté. Ne la réduisez pas à une simple admiratrice aveuglée par son chef spirituel. Elle n'a pas été enrôlée de force, mais a bien rejoint volontairement cette communauté. Sinon, comment expliqueriez-vous que toutes les personnes approchées par les adorateurs n'aient pas été membres de ce groupe? Or, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 29 janvier 1921, a refusé le bénéfice de la contrainte à une personne s'étant mise elle seule par une faute antérieure dans une situation où elle ne pouvait que commettre l'infraction. En l'espèce, il s'agissait de l'ivresse, parallèle qui peut sembler audacieux mais toutefois intéressant. L'endoctrinement est un processus bien plus long, mais le premier vers serait le contact entrepris avec les membres de la secte. Le deuxième vers, l'adhésion. Le troisième, l'assimilation de l'idéologie prônée par le groupe, etc., etc. Et le vers de trop, celui-là même qui a fait que M. Palfer a été tué. C'est l'obéissance aveugle dans l'idéologie du groupe et de son chef. Par ailleurs, je tiens à souligner, messieurs les juges, que votre décision symbolisera la position de la justice par rapport à la culpabilité d'un groupe social fermé, antagoniste à la société. Bien plus que Madame Danlos, à l'issue de vos délibérations, vous jugerez de la possibilité de fuir aisément une sanction pénale dès lors qu'on agit pour l'idéologie d'un groupe en donnant grâce à l'injonction de son chef. J'en appelle à votre raison. Ne laissez pas cette chance aux criminels, aux assassins désireux d'assurer l'impunité d'une personne. Soyez dignes de votre office comme vous l'avez juré. C'est pourquoi je vous demande de faire preuve d'exemplarité et de condamner Madame Danlos à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté augmentée à 22 ans. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, merci.